Eh bien, c'est bon, je crois qu'on va devoir y aller. Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire organisé par Digital Frontier Institute, consacré à une thématique d'avenir. Open Banking en zone UEMOA, quel impact sur le financement des micro, petites et moyennes entreprises? Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de poser le cadre de nos échanges. Qu'est-ce que l'open banking? L'open banking désigne l'obligation pour les institutions financières de partager certaines données financières des clients. Alors, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Ouais, Maxime apparemment, Maxime a des Un difficultés? souci. ok. Vous me recevez? Oui, là, nous te recevons. Oh, veuillez m'excuser, j'ai perdu j'ai perdu deux fois la connexion. C'est assez curieux. Donc, D'accord. je reprends pour mon introduction, veuillez m'excuser. Alors, qu'est-ce que l'open banking? L'open banking désigne l'obligation pour les institutions financières de partager certaines données financières des clients avec leur consentement auprès des prestataires tiers agréés via des interfaces sécurisées des API. L'objectif est de stimuler l'innovation, d'améliorer l'expérience client, de favoriser l'inclusion financière et de proposer des services plus adaptés aux besoins réels. Plusieurs pays africains ont déjà amorcé cette dynamique. Par exemple, le Nigeria, qui a formalisé son cadre d'open banking en 2021. Le Maroc travaille actuellement, via son sandbox, à explorer des modèles ouverts. En Afrique du Sud, on a des initiatives de standardisation d'API bancaires qui émergent dans le cadre de partenariats publics-privés. Cependant, l'open banking ne se réduit pas au simple partage de données de crédit comme celles échangées aujourd'hui entre les banques commerciales, les SFD et le Bureau d'information sur le crédit de l'UEMOA, le BIC UEMOA. C'est une vision beaucoup plus large. Elle englobe les données de paiement, les historiques de facturation, les soldes multicomptes, les comportements transactionnels. Et pour nos MPME, cela ouvre des perspectives très concrètes. Mieux financer leur activité grâce à des analyses fondées sur leurs flux réels et non uniquement sur des garanties matérielles et des états financiers parfois assez peu fiables. Gérer leur trésorerie de manière centralisée en agrégeant leurs comptes bancaires et leurs comptes mobile money. Automatiser le paiement de factures, automatiser le paiement de factures, simplifier les démarches fiscales, exemple les prévisions de TVA, ou encore accéder à des services de conseil financier personnalisés adaptés à leur profil. Cela dit, l'open banking ne peut pas s'improviser. Il suppose des prérequis essentiels, une infrastructure digitale fiable, excellente connectivité, disponibilité de l'Internet et forte pénétration de smartphones, un cadre robuste de protection des données personnelles, des standards API ouverts et harmonisés, et surtout une vision politique et réglementaire forte pour accompagner cette transition. Dans notre espace UMOA, malheureusement, aucun cadre réglementaire spécifique à l'open banking n'est encore en place. Mais nous avons quand même observé que certaines briques ont déjà été posées. Il s'agit, par exemple, d'un certain nombre de projets de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO. Je veux citer, par exemple, le projet d'interopérabilité des services financiers numériques de l'UMOA, le projet d'identification unique des clients des services financiers de l'UMOA, l'instruction 001-01-2024 relative aux services de paiement dans l'UMOA, donc qui a été adoptée en janvier 2024, ou encore la standardisation d'un QR code régional interopérable. Donc, ce sont autant de signaux faibles qui pourraient demain structurer un véritable écosystème d'open banking adapté à nos réalités, si bien sûr la BCAO décidait d'en faire un projet, un nouveau chantier. Alors aujourd'hui, avec nos quatre invités de haut niveau, nous allons explorer ensemble l'état des lieux de l'open banking en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement en zone UMOA, ses apports potentiels pour dynamiser le financement des micro, petites et moyennes entreprises, les défis techniques, réglementaires et de confiance à relever, et enfin des recommandations concrètes à l'endroit des décideurs publics et du régulateur financier, notamment la Banque centrale. Merci pour votre attention
Et sans plus tarder, je m'en vais vous présenter les illustres invités qui animeront cette discussion. Alors, je vais commencer par quelqu'un que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, Monsieur Oumar Diallo, voilà, qui est le fondateur et le CEO de Oria Technologies, donc, qui est une fintech basée au Sénégal. Oumar, sois le bienvenu sur ce webinaire. Merci Maxime, merci à tous les panélistes. Bonjour, mon nom c'est Oumar Diallo, comme il l'a dit. Je suis membre fondateur de Oria Technologies et de Sen Startup. J'aime bien parler de Sen Startup parce que c'est l'association de toutes les startups qui sont dans la tech au Sénégal. Alors, Oria Technologies, c'est une fintech des fintechs qui a aujourd'hui lancé son premier produit qui s'appelle Fintra, fin du mois tranquille. On fait des avances sur salaire. Nous travaillons avec des microfinances et des banques de la place. Et depuis un mois, nous travaillons avec des structures de l'État du Sénégal. Et je suis très ravi d'être dans ce panel-là. Merci, Maxime. Merci, merci Oumar. Et je pense que tu as oublié de nous dire, voilà, que Oria est également porteuse d'un projet de création d'une néobanque. Tout à fait. Alors, pourquoi on n'en parle plus, c'est par rapport à la réglementation. Vous savez, au début, quand vous créez quelque chose, vous êtes enthousiaste, vous savez, en fait, vous avez beaucoup d'idées, mais sur le terrain, dès que vous commencez dès que vous commencez la production, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses par rapport à la conformité dont vous pouvez aujourd'hui vous passer en faisant de la publicité. Mais en réalité, nous avons notre objectif à terme en 2027, c'est d'être vraiment une néobanque, avoir la possibilité d'émettre des cartes et tout. Mais pour le moment, puisque nous n'avons que le statut de gens qui agrègent des comptes et qui font de l'initiation de paiement par rapport à notre capital social, en vertu donc de l'instruction 00101-2024. C'est la raison pour laquelle nous nous gardons aujourd'hui en fait de parler trop de notre projet d'open banking. Et puis on vit au jour le jour en fonction de la législation. Le jour où maintenant en fait, grâce à des webinaires pareils, où on aura jeté les bases pour avoir une néobanque, nous techniquement on sera prêt et on aura tout simplement la possibilité d'enrôler nos clients naturels. Parce qu'actuellement, nous ne travaillons qu'avec des travailleurs et ceci également est un vivier de clients pour nous. Merci Oumar pour cette présentation et merci d'avoir accepté l'invitation de Digital Frontier Institute. Alors, nous avons un deuxième panéliste, une dame très intéressante, voilà, Madame Aïssata Naba Koulibaly, qui est basée en France et qui est présidente d'Afacto Group, donc qui est une fintech pionnière dans la digitalisation de la supply chain finance et de la facturage digital pour les entreprises. Madame Koulibaly, soyez la bienvenue sur ce webinaire DFI et je vous prie de bien vouloir nous présenter un tout petit peu Afacto. Qu'est-ce que vous faites au niveau d'Afacto? Merci Maxime pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Madame Koulibaly Aïssata, comme il l'a si bien dit, je suis la CEO d'Afacto Group. Afacto est une fintech qui se positionne dans la facturage et le reverse factoring et sur l'accompagnement des entreprises PME, TPE et TI sur tout ce qui est financement de la supply chain. Donc, on a développé différents produits qui s'adaptent à ces entreprises-là, que ce soit les PME, les TPE ou les grands groupes, sur la gestion de leur chaîne d'approvisionnement et aussi la gestion de leur trésorerie. Donc, aujourd'hui, on essaie de développer en allant sur je peux dire, la même trajectoire aujourd'hui que Maxime recherche dans le partage d'informations, accompagner les entreprises dans un écosystème où, entre acteurs, on arrive à s'interconnecter, vaguer un peu sur l'interopérabilité pour amener des informations qui sont réelles, des informations qui viennent de terrain, parce que c'est nous, acteurs, qui pouvons ramener ces informations-là, pour créer cet écosystème et faciliter le financement de nos TPE et PME qui sont les plus exclus de la bancarisation et des financements et qui sont aujourd'hui, qui représentent aujourd'hui 90% des entreprises de notre écosystème. Encore merci pour l'invitation.
merci à vous, Madame Koulibaly. Je vais passer au troisième panéliste, lui qui est également au Sénégal avec Oumar Diallo. Donc, je m'en vais vous présenter Monsieur Papa Tété Diadiou. Alors, bonjour Maxime, j'espère que vous m'entendez bien parce que par moment, il y a des petites coupures. J'espère que ça va très bien pour moi aussi. Bonjour à tout le monde. Donc, Voilà. comme Maxime l'a présenté, c'est M. Diadju Papatété. Je suis le directeur des services financiers numériques du Crédit Mutuel du Sénégal. Crédit Mutuel du Sénégal qui est une institution de microfinance. Voilà, leader en Afrique de l'Ouest, comme on dit. Donc, nous intervenons au Sénégal depuis 1988, donc plus de 33 ans d'expérience. Et voilà, nous desservons pratiquement tout le territoire national du Sénégal à travers plus de 200 points de vente. Quoi d'autre tu vas ajouter, Maxime? Je pense que c'est bon pour la présentation. Voilà, donc très heureux d'être là avec vous pour partager sur l'open banking parce qu'on a plein de choses à dire. Tu as entendu qu'on est passé à un niveau supérieur maintenant. On parle de services financiers numériques chez nous maintenant, tranquillement. Merci. Merci, Papa Tété. Je crois que vous avez une petite particularité, vous, voilà, c'est qu'aujourd'hui, vous faites partie des rares institutions au niveau du Sénégal, donc qui participent au projet d'interopérabilité, en tout cas en sa phase pilote, au projet Oui, d'interopérabilité effectivement. des services financiers numériques de l'UEMOA. Effectivement. Donc, nous avons fait partie de la phase test. Et là, ça va bientôt entrer en vigueur parce que c'est retenu d'être à partir du mois de mai, très certainement. Les choses vont se lancer. Et c'est peut-être une particularité chez nous. Mais on est vraiment très fin prêt à participer à cette interopérabilité qui devrait beaucoup apporter au secteur hein, de la finance globalement. Mais c'est parfait, c'est parfait. Nous sommes très heureux, pardon, de vous accueillir sur ce webinaire. C'est partagé. Donc, le quatrième panéliste que nous avons le plaisir d'accueillir, il s'agit de Monsieur Charlie Dona Lukaku, qui est un habitué des webinaires DFI. Voilà, il fait partie de la communauté DFI. Sans doute, beaucoup d'entre vous le savent déjà. Donc, Charlie est cofondateur de la FinTech NIRPay et il est membre permanent du groupe de travail Open Finance African Group, qui est actif dans dans la promotion des standards ouverts de partage de données financières. Charlie, sois le bienvenu sur ce webinaire. Merci beaucoup, Maxime. Bonjour à Madame Merci. Koulibaly. Tu peux nous parler très rapidement de Open Finance African Group? Oui, bien sûr. Ben, écoute, Open Finance African Group, c'est une initiative qui est portée par des leaders, notamment du marché de l'édition, notamment le core banking, de la monétique, des fintech, notamment. D'accord? Et c'est une initiative qui vise en fait à, à poser des jalons, d'accord, à poser des jalons notamment autour de l'open finance. Voilà. Justement, tu l'as bien dit, il y a déjà des initiatives qui existent, notamment dans certains pays de la région. Et donc, l'open finance, ici, African Group, qui regroupe, je vais dire, des acteurs de la zone ouest et centrale Africa, d'accord, y compris des cabinets conseils ou des organisations justement publiques. L'idée vraiment, c'est de travailler à justement définir, je vais dire, les bases techniques, réglementaires, quels sont les types notamment d'API qui devraient notamment régir notamment l'open finance ou l'open banking dans la région. Voilà. Et c'est ce que nous faisons et c'est dans dans ce cadre-là justement que j'ai partagé un sondage dans le chat pour les participants qui puissent également nous dire, dans le cas des use cases notamment qui sont déjà identifiés, qu'est-ce qui leur parle et s'ils ont aussi des avis complémentaires, qu'on puisse également les prendre. Merci Charlie. De toute façon, on reviendra tout à l'heure avec toi pour faire la distinction entre ces deux concepts, Open Finance d'un côté et Open Banking, qui va nous aider à mieux comprendre ces deux concepts, et développer davantage. Voilà, parce qu'il faudrait qu'on puisse voir en quoi l'Open Finance se démarque de l'Open Banking, parce que j'ai l'impression que le champ
est beaucoup plus large. Donc, nous allons revenir vers toi tout à l'heure. Juste le temps, avant de lancer la discussion, de rappeler certaines consignes à l'endroit de nos participants. La première, c'est que ce webinaire, il sera enregistré et l'enregistrement sera publié sur le site de Digital Frontier Institute et sur YouTube. Donc, nous aurons une session qui va durer globalement 2 heures. Mais je crois que Oumar ne sera plus avec nous à la fin de la session. Nous allons le libérer avant, juste après, Donc, juste après les 1h30 de discussion. En fait, c'est mon grand tété qui doit partir. On dirait Ah, pardon. on dirait que tous les Sénégalais C'est vous l'avez. plutôt Papa Tété. Ouais, C'est plutôt Papa Tété. tout à fait, ouais. OK, parfait. Donc, à 11h GMT, nous aurons fini avec, non seulement avec la discussion, mais également avec les interventions des panélistes. Nous allons consacrer une vingtaine à une trentaine de minutes pour les questions des participants. Ce sera juste à la fin de la discussion de panel. Et nos chers panélistes auront la possibilité d'interagir avec nous, soit en sollicitant la parole. Donc, nous allons activer vos micros si vous souhaitez prendre la parole et poser vos questions en direct, ou bien vous pouvez déposer vos questions dans le chat box. Donc, merci d'avance pour votre participation active. Et voilà. Donc, nous allons sans plus tarder lancer la discussion. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons demander à Charlie Dona-Lukaku de bien vouloir mieux nous éclairer par rapport à ces deux termes, l'open finance. C'est vrai que j'avais déjà défini l'open banking, mais en quoi est-ce que ces deux termes se distinguent? Nous allons laisser la parole à Charlie, voilà, pour nous aider à mieux comprendre ces deux concepts. Charlie, tu as la parole, s'il te plaît. OK, ben écoute, qu'est-ce que je peux dire déjà? Déjà, ce qu'il faut noter, l'open finance, c'est une évolution naturelle, je veux dire, de l'open banking. Alors, l'open banking, on le dit souvent en anglais open banking, mais en réalité, c'est quoi? C'est juste pour dire un système bancaire ouvert. C'est pas plus que ça. Alors, lorsqu'on va parler de système bancaire ouvert, on ne peut pas dire que la banque, système bancaire ouvert comme ça, mais il faut dire juste que c'est déjà une manière de dire que nous sommes dans un écosystème où les banques de cet écosystème-là vont s'adosser notamment sur une technologie. Voilà. Donc, il faut s'adosser sur une technologie pour pouvoir justement échanger des données, notamment entre elles. Voilà. Donc, nous sommes dans le même écosystème bancaire, des banques agréées, d'accord, qui vont se retrouver, au lieu que chacun ait justement sa technologie de part et d'autre, mais les écosystèmes ou les acteurs de l'écosystème bancaire, d'accord, vont se retrouver sur la même technologie, d'accord, pour pouvoir échanger notamment des informations, notamment des données. Alors, cette technologie-là en question, comment ça va se faire pour permettre à ces institutions financières justement de pouvoir partager les données? Voilà. Et donc, la technologie va exposer, d'accord, ces technologies communes à ces acteurs, va exposer notamment des API, tout simplement. Et ces API-là, d'accord, seront, je vais dire, partagées à des tiers. Donc, les tiers, notamment dans le cas de l'open banking, ce sera essentiellement peut-être des fintechs ou même d'autres banques de l'écosystème, d'accord, qui vont intégrer notamment l'API sur leurs différentes applications, sur leurs différentes applications bancaires ou digitales ou alternatives, d'accord, permettant à leurs clients tout simplement de pouvoir effectivement, à partir de cette interface-là, de pouvoir accéder à leur banque d'origine ou à leur banque X ou Y. Mais le prérequis, effectivement, pour le faire, c'est ce qu'on appelle le consentement. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, si je veux effectivement accéder à mes données, d'accord, bancaires, si je suis par exemple à EcoBank et à partir de mon application, je vais dire Oria, d'accord, à partir de mon application Oria, je donne le consentement justement à ma banque d'origine de partager effectivement, d'autoriser, d'accord, de m'autoriser justement ou d'autoriser également Oria à accéder justement à mes données afin de justement de me permettre de pouvoir profiter de certains services directement à partir d'Oria. Voilà, c'est tout simplement ça, déjà l'open banking, pour dire que moi, à partir d'Oria, je peux effectivement consulter mon compte qui est à EcoBank. Je peux également initier peut-être des transactions aussi à partir d'Oria sur mon compte
ou à accéder à d'autres services, notamment à partir de RIA. Aujourd'hui, il y a deux types d'API justement qui sont partagés. Ce sont ce qu'on appelle des API d'information, sur les comptes ou sur des données. D'accord? Il y a également des API notamment de transactions de paiement, etc. D'accord? Qui aujourd'hui. Mais l'idée vraiment, c'est de pouvoir développer des use cases, d'accord, dans le cadre de l'open banking, où notamment les acteurs sont déjà des banques déjà entre elles et peut-être aussi des fintech comme les tiers, justement, qui interviennent aussi dans le cadre de l'open banking. Alors, l'open finance va venir justement ouvrir le périmètre d'action, notamment de l'open banking, tout simplement. Alors, l'open finance va venir maintenant s'étendre à d'autres secteurs, d'accord, au-delà de l'écosystème financier. On va parler peut-être des assureurs, notamment les assureurs vont se mêler parce qu'il y a aussi des données d'assurance. Il y a des données de d'autres secteurs, peut-être du gouvernement, d'accord. Il y a des données d'autres métiers, d'accord, qui existent aujourd'hui, qui ont des données qui sont là, qui peuvent également être exploitées, d'accord, ou peut-être aussi des sociétés d'investissement, que ce soit des SGI ou bien des sociétés de gestion de patrimoine, etc., qui peuvent aussi partager leurs données. Voilà. Donc, l'Open Finance va venir justement couvrir tous ces périmètres-là, afin d'englober tous ces acteurs-là et permettre justement plus d'innovation, d'accord, dans le cadre de l'Open Finance. Donc, pour résumer simplement pour dire, l'Open Finance, c'est égal à l'Open Banking, plus justement un périmètre beaucoup plus large d'acteurs financiers ou autres acteurs, notamment de l'écosystème, je vais dire, de marché global. Voilà. Maintenant, j'ai parlé du périmètre d'action, je vais parler de quoi? De l'innovation. Voilà. À des différences près, voilà. C'est juste, je vais dire, des acteurs qui vont se différencier d'un périmètre à l'autre. Et bien sûr, une réglementation qui va soutenir justement l'ensemble de ces interactions-là voilà, dans le marché. C'est ce que je peux dire déjà. Après, s'il y a des questions, effectivement, on peut peut-être des clarifications, des réponses. Ok, merci Charlie. Je crois que nous comprenons mieux maintenant. Nous arrivons mieux maintenant à faire la différence entre l'open finance et l'open banking. Donc maintenant, je me vais me tourner vers Oumar Diallo. Donc Oumar, en fait, ce que nous souhaiterons également savoir sur ce webinaire, c'est qu'aujourd'hui, tout comme je l'évoquais dans mon introduction, la BCAO n'a jamais utilisé officiellement le terme d'open banking. En tout cas, elle n'a pas en projet, elle n'a pas annoncé un chantier open banking en tant que tel. Mais comme je le disais, on a quand même observé quelques briques qui ont été posées. Donc, par rapport à cela, je voudrais avoir ton appréciation. Est-ce que les briques qui sont posées permettraient d'arriver à un cadre formel d'open banking, un cadre réglementaire formel d'open banking? Et voilà, quel impact que cela pourrait avoir sur le financement des micro, petites et moyennes entreprises? Ben, écoutez, merci pour cette question. C'est une question qui a un début de réponse dans la question même, parce qu'elle est tellement bien posée. Et ce que Charlie a dit à l'entame, c'est quelque chose aussi qui vient renforcer tout ça. Bon, je pense même aujourd'hui, on assiste à plus d'un open banking, mais on est beaucoup plus dans l'open finance, parce que comme l'a dit Charlie tout à l'heure, les échanges aujourd'hui que nous remarquons dans la pratique, même si officiellement, il n'y a aucun concept du mot open banking, mais on sait que l'open banking et même l'open finance commencent à émerger. La BCAO a posé beaucoup de bases à travers donc des directives et des instructions. L'instruction 001/2024 qui aujourd'hui réglemente tout ce qui est établissement de paiement. Donc, n'a fait que à peu près en fait lister une bonne partie des activités de l'open banking. Excusez-moi, ma voix est un peu cassée. Donc, un peu de raclage pour voir. Donc là, aujourd'hui, si nous prenons bien l'open banking dans sa globalité, également dans ses activités principales, on va remarquer qu'en fait, qu'il y aura beaucoup d'échanges entre les banques et d'autres structures. On aura remarqué qu'il y aura ce qu'on appelle une certaine interopérabilité entre les banques. La communication sera plus fluide.
les délais seront beaucoup plus rapides, donc la célérité dans l'exécution des actions. Tout ça, si on combine l'instruction 001 et l'interopérabilité, dont le crédit mutuel, moi, je me félicite beaucoup pour ça. Quand j'ai entendu tout à l'heure M. Diadou dire que, en fait, le crédit mutuel faisait partie des structures qui testaient, parce qu'au Sénégal, le crédit mutuel est plus présent que n'importe quelle autre, en fait, structure financière dans le maillage du territoire. Et ça prouve qu'en fait, il y a également cette volonté d'inclusion. Et l'open banking n'est rien d'autre que l'expression de l'inclusion financière, parce que quand on parle d'open banking, on parle tout simplement d'échange de données, on parle tout simplement d'ouverture, on parle tout simplement d'accessibilité. Et qui parle d'accessibilité parle aujourd'hui de maillage, parle de capillarité, parle de toucher un grand nombre. Parce que la Banque centrale, il ne faut pas l'oublier, elle régule pour la population, pour les populations de 8 pays. Si elle n'est pas à l'écoute ou bien elle n'est pas accessible, cela veut dire qu'elle aura failli à sa mission. Maintenant, le fait d'être à l'écoute, d'être ouverte comme ça et de poser les jalons pour faire émerger des technologies comme l'open banking, ça prouve que même si ce n'est pas écrit ou bien même si ce n'est pas dit expressément, at the end of the day, si nous mettons en place tout, on aura remarqué que nous avons notre open banking à notre manière. Cependant, il ne faudrait pas qu'on avance comme les autres, parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Ici en Afrique, nos réalités, en ce qui concerne la finance, c'est les mobile money. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. L'utilisation, donc l'usage des mobile, que nous faisons des mobile money, il n'y a aucun continent qui peut le faire aujourd'hui. Nous l'avons en fait orienté, nous l'avons façonné de telle sorte que ça entre dans nos vies aujourd'hui. Les gens reçoivent tout ce qu'ils partagent à travers l'argent, à travers le mobile money. À partir de ce moment-là, légiférer ou bien mettre en place aujourd'hui le cadre légal qui permet à toutes les populations des 8 pays qui composent l'UMOA ne fera qu'ouvrir aujourd'hui des opportunités à toutes ces petites et moyennes entreprises ou à ces gens en fait qui sont des auto-entrepreneurs ou bien même à ces familles qui ont besoin d'avoir ce lien financier avec leurs fils qui sont de l'autre côté de la capitale ou bien de notre pays de l'Ouest africain. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, même si le concept n'est pas réellement cité, mais dans la pratique, nous sommes en plein dans l'open finance. Parce que moi, je vais au-delà de l'open banking. Je rejoins Charlie Lukaku pour dire qu'en fait, en réalité, nous avons sauté même l'open banking. Aujourd'hui, nous sommes dans l'open finance parce que au Sénégal, en tout cas, et en Côte d'Ivoire, je vois aussi au Bénin, il y a énormément de choses qui se font. Vous les prenez à part ou bien vous les regroupez. Vous avez de l'open banking. Je donne l'exemple du Togo, où vous avez le groupe Semoa. Le groupe Semoa fait ce qu'on appelle du WhatsApp banking. À travers WhatsApp banking, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ouvrir un compte. On peut consulter son solde. On peut faire des ordres de virement, ce qu'on appelle de l'initiation de paiement. D'accord? Vous venez à côté, vous avez une structure qui s'appelle Solimi, qui n'est rien d'autre qu'une néobanque. En Côte d'Ivoire, vous partez là-bas, vous trouvez Diamo. Il vous donne la possibilité d'avoir une carte bancaire, de faire des épargnes, de faire toutes les activités connexes à de l'open banking. Vous avez la possibilité de recharger votre compte. Au Sénégal, vous venez, vous trouvez Kaizen. Et au-delà de cela, il y a Wave qui a démocratisé vraiment aujourd'hui l'accessibilité à la banque à travers son wallet. Aujourd'hui, vous regardez Wave, même Crédit Mutuel, de Grand Diadou aujourd'hui, ils sont connectés à Wave et les gens n'ont plus besoin d'aller en agence et de créer en fait une longue file d'attente. Maintenant, ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est de creuser. Alors, comment on va creuser? Il faudrait qu'on nous donne, nous, la possibilité, par exemple, à Oria, avec notre offre Fintra, qui travaillons avec des travailleurs, il faut qu'on nous donne l'historique de ces personnes-là, qu'on nous donne leur historique de paiement, qu'on nous permet d'avoir aujourd'hui leur KYC, qu'on nous permet, bon, quand je dis KYC, c'est-à-dire leur identité, d'accord? Et que même qu'on aille plus loin que le Nigeria. Je pense qu'en fait, il y a une question sur ça, donc je ne vais pas anticiper sur cette question-là, mais aujourd'hui, il faudrait qu'en Afrique, qu'on arrive, surtout la BCEAO, à harmoniser
pour que nos API soient quelque chose d'accessible pour tout le monde, que ça ne soit pas en fait la croix et la bannière pour avoir des API. Donc, je m'en arrête là, parce que moi, je suis un passionné. Quand je parle de ce sujet-là, si je me rappelle bien, en 2022, on a fait un panel, un webinaire où nous parlions déjà de l'open banking avec Ashley Gauzet et les autres de Up2. Donc, aujourd'hui, si nous revenons pour parler de ça, alors qu'on est toujours en attente de l'exécution de PI, donc du projet d'interopérabilité, je me disais, en fait, je me dirais tout simplement qu'on est en train d'avancer un peu, mais lentement, peut-être sûrement aussi. Est-ce que vous recevez Oumar? Vous me recevez, vous tous, ou bien? Oui, Ah, Maxime, on vous entend en tout cas. ok, Ben, d'accord. En fait, moi j'avais perdu Oumar quelques secondes. Toutes mes excuses. en fait, je pense qu'il y a un décalage entre nous et toi. Il y a toujours une petite latence quand on termine. Ok, je crois. Toutes mes excuses, je t'avais interrompu. Tu peux terminer. Non, je disais qu'en fait, c'est ça. Je m'en arrête là et j'attends avec impatience la deuxième question. Parce que dans la deuxième question, je pense que j'aurai beaucoup plus de choses à développer. Et pour ne pas trop monopoliser, puisque moi, je suis un passionné, donc je laisse la parole à la question suivante. Mais je suis sûr qu'on reviendra sur cet aspect d'open banking. Ok. Merci Oumar. Je crois que Charlie, entre-temps, a levé la main. Je crois qu'il voudrait réagir. Donc, je vais lui laisser quand même 1 minute pour réagir avant que je me pose la question suivante. Donc, Charlie, tu as la Oui, parole, oui, s'il te plaît. merci beaucoup. Oui, très rapidement, en fait, pour conforter ce que dit Oumar, aujourd'hui, l'open banking, si on doit même, je veux dire, l'approfondir, la mettre en œuvre complètement, c'est quoi? On va atteindre peut-être, en termes d'impact, 30% peut-être d'une population, mais même 15% de notre région, 15% ou voilà, maximum d'une population bancarisée. Parce que son périmètre, vraiment, il est clair, c'est open banking, il est bancaire. Lorsqu'on va aller du côté de l'open finance, donc vous voyez déjà, avec les fintech, les mobile money, les assurances, tout ce foutoir-là, en fait, d'acteurs qui va se retrouver facilement, on va se retrouver même à inclure financièrement beaucoup plus de personnes. Donc, on va se retrouver en termes d'impact 70, 80, voire 90% même en termes d'impact sur l'open finance. Et pour dire également, il n'y a pas que des initiatives aujourd'hui de la Banque centrale. Hein. On peut tous constater aujourd'hui, dans notre région, tous les États aujourd'hui sont dans des projets de digitalisation. Que ce soit au Bénin avec le portail national de services publics, la digitalisation des actes de naissance, permis de conduire, casier judiciaire, digitalisation des impôts et des taxes, quoi d'autre encore, le RAVIP au Sénégal, digitalisation des services publics, le New Deal technologique au Sénégal, mais vous pouvez bien vous imaginer que si toutes ces données-là se retrouvent effectivement dans un environnement open finance, je ne vois pas la raison pour laquelle on n'aurait pas, justement, en termes de taux d'inclusion financière globale, avoisiné même du 90% minimum. Merci. Maxime, Merci, excuse-moi, j'aimerais juste rajouter un petit. Je vous en prie. Pour rejoindre Charlie et Monsieur Diallo, Oumar. Omar Diallo, on ne peut pas parler d'open banking dans nos régions. Je pense qu'il faut plutôt parler d'open finance. Parce que c'est tous les acteurs, comme il l'a dit, les acteurs étatiques, les mobile money, les banques. Mais les personnes je veux dire les consommateurs aussi. Donc, il faut vraiment être dans l'ouverture en se disant, on est sur de l'open finance, l'open banking, certes, mais avec un taux de bancarisation assez faible, il faut plutôt se positionner sur l'open finance. Il faut pousser tous les acteurs à partager les informations, en fait. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Merci, Madame Koulibaly. De toute façon, nous allons rester avec vous. Voilà, vous êtes la présidente d'Afacto Group. Vous travaillez
au croisement entre la finance digitale et la chaîne d'approvisionnement. Alors, ce que nous aimons savoir, c'est dans quelle mesure l'accès à des données issues des relations commerciales, dans quelle mesure cet accès pourrait améliorer l'analyse du risque et la rapidité du financement des micro, petites et moyennes entreprises dans un cadre d'open banking où maintenant, voilà, on a un peu évolué, on se projette plus dans l'open finance. Donc, dans quelle mesure l'accès à ces données commerciales pourrait améliorer l'analyse des risques et la célérité du financement? Vous avez la parole, Madame Coulibaly. Dans le cas de l'affacturage ou du reverse factoring, je pense que c'est surtout les échanges commerciaux, les factures, les bons de commande et aussi les historiques de paiement. Allô, vous m'entendez? Charlie? Et très bien, on vous entend, Madame Coulibaly, très bien même. D'accord. Oui, on vous entend. Il y a encore ce décalage. Donc, je disais en fait que les informations pour accompagner ces entreprises-là, c'est plutôt sur des scorings qu'on a développés avec la data qu'on a pu récupérer sur le terrain. Mais cette data, je peux dire, ne reste pas seulement sur les informations qu'on arrive à avoir au niveau de la banque. Parce qu'il y a encore une fois, comme j'ai dit, c'est des entreprises qui peuvent potentiellement être bancarisées que partiellement, ou que les banques, ils distribuent leurs finances entre les banques et entre les SFD, par exemple. Donc, on se positionne plus sur les bonnes commandes, les historiques de paiement et les transactions, je peux le dire, avec d'autres clients de ces entreprises-là. Je ne sais pas si j'ai assez bien répondu à votre question. Il y a toujours ce décalage-là entre nous, en fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Madame Coulibaly. Moi, je voudrais même profiter de l'occasion pour un peu vous poser des questions sur vos activités. Vous savez, on a à peu près des activités similaires aujourd'hui. Mhm. Mais quel est votre périmètre? Est-ce que vos activités se situent en Afrique ou bien c'est uniquement en France? Non, on est sur l'Afrique et la France. D'accord. Et quels sont vos pays cibles aujourd'hui? Parce que moi, On est au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Oui. au Togo, au Mali. Et là, on essaye de se positionner sur le Bénin aussi. D'accord. Alors, moi, j'ai fait le Bénin il y a une semaine. Je viens du Bénin et du Togo. Je vois que Oui. ça bouge beaucoup dans ces pays-là. Oui. Aujourd'hui, en fait, on se positionne. Je sais que le dynamisme qu'il y a entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire est un peu supérieur par rapport donc, aux autres pays. Mais Mhm. c'est bien de voir des structures comme la vôtre, comme Magmasen, comme Kakia Pay, Mhm. venir au Togo et en fait montrer qu'il y a la possibilité de les financer. Mais aujourd'hui, Ce que je voulais dire, c'était que en termes d'accompagnement dans la partie trade finance, on ne voit pas forcément le marché. Nous, on accompagne ces acteurs-là sur les pays sur lesquels on peut débarquer de la marchandise. Donc, le Togo, c'est une zone marchande. Il faut prendre en compte le fait qu'au Togo, les commerçants peuvent récupérer de la marchandise au Togo et les vendre au port du Togo. Ils peuvent récupérer de la marchandise au port de la Côte d'Ivoire et vendre au port de Côte d'Ivoire. Ou faire juste de la transiter vers d'autres pays qui n'ont pas de débouché sur la mer comme le Mali. ah oui, c'est ce que je voulais vous poser. C'est la question Voilà. que je voulais poser. Parce qu'en fait, vous avez aujourd'hui Lomé et Cotonou, c'est Mhm. à peu près les ports naturels, C'est les ça. ports naturels de Burkina et Niger en quelque sorte. C'est Avec les ça. questions politiques qui courent actuellement aujourd'hui, est-ce que ça Mhm. a un impact sur la qualité de vos activités ou pas? Non, le commerce reste ce que ça reste.
En fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait pour parler un peu du parcours de Afacto, Afacto, ça fait à peu près depuis 2018, en tant que moi-même importatrice-exportatrice, où j'ai eu l'idée de lancer Afacto, parce que j'avais un besoin. Le besoin était que j'avais des partenaires commerciaux au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire qui avaient besoin d'acheter de la marchandise ici et qui n'y arrivaient pas parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de soucis. Que ce soit en termes de délai de paiement, financer le conteneur, le temps d'arrivée et de payer les frais douaniers, ces entreprises se retrouvaient en cours de trésorerie. J'avais de l'autre côté des entreprises qui avaient forcément de la liquidité, mais qui n'avaient pas de moyens rapides, smart, pour payer leurs factures à l'international. À cause des devises, à cause des banques, les délais d'attente et tout, c'était compliqué. Donc, d'où m'est venue l'idée de lancer Afacto. Et comme vous le savez, quand on se lance dans ce genre de projet, on démarre avec son esprit entrepreneur, en se disant, je lance, je vais faire avec le modèle que je connais, c'est-à-dire créer une entreprise d'import-export qui va faire racheter et revendre derrière. Et à un moment donné, on se rend compte que ce n'est pas forcément le business model qui est adapté à ces entreprises, à ce projet-là. Donc, on a fait l'étude de marché et tout. Et c'est durant cette étude de marché qu'on a lancé notre première plateforme qui a été obsolète parce qu'on a lancé la plateforme avant le marché en se basant sur les données, les connaissances qu'on avait du terrain de la France, en fait, sans prendre en compte le terrain Afrique. Donc, c'est à partir de là qu'on a démarré, en fait, l'idée de vraiment être sur le terrain, d'aller chercher des entreprises, de faire du sur-mesure, donc de refaire une étude de marché, mais terrain, en prenant des entreprises, les informations, les voir avec les fournisseurs ce qui marche, ce qui peut marcher, et maintenant développer les produits autour des informations, de la data terrain, pays par pays, et de se faire accompagner par des banques d'affaires pour maintenant restructurer et derrière redévelopper une plateforme conforme aux informations terrain qu'on a eues, qu'on a éprouvées aujourd'hui, et qui aujourd'hui va nous permettre de se positionner, je peux le dire aujourd'hui, comme leader de ce marché, mais en partant de beaucoup, beaucoup d'années de travail. Ah, d'accord, je comprends. Mais comment Voilà. vous gérez aujourd'hui, comment vous gérez les KYC? Comment? Les KYC, on a fait comme les banques. C'est pour vous dire qu'au tout début, quand vous avez dit que vous voulez que les banques vous mettent les KYC à disposition, je rigolais un peu parce que je me suis dit, nous, on a toujours, en tout cas en tête, moi, c'était toujours conformité. Conformité, conformité. Banque ou pas, je me suis dit, s'il faut travailler avec des acteurs bancaires, il faut être conforme comme eux. Donc, c'était à nous de constituer notre propre brique de KYC. Au début, on ne l'a pas développé. Au début, on l'a fait à la main en récupérant des informations terrain. Donc, et ensuite, en essayant de, pays par pays, de confronter ces informations aux informations réelles qu'on pouvait avoir. Maintenant, il y a des briques KYC qui existent. On peut forcément intégrer, mais alimenter avec nos données qu'on a. Maintenant, les choses avancent parce qu'il y a eu des moments où nous, on était beaucoup en avance sur le terrain. Parce qu'il y a des informations, il faut savoir qu'il y a des choses qui existent déjà et quand on se dit, ah, ça existe, je peux venir le faire en Afrique et quand on arrive, comme vous le savez, ce n'est pas forcément ce que le terrain attend. Notamment l'Afrique n'était pas forcément prêt, le marché n'était pas en face. Donc, à partir de là, je vois, il y a pas, depuis peu de temps, on parle de KYC, mais pour moi, c'était naturel de démarrer par le KYC. C'était naturel d'avoir les informations du client, de s'assurer où le client réside, de s'assurer si le client vend, par exemple, dans des boutiques, si les boutiques existent. Et dans l'import-export, après, je ne sais pas si c'est mon background dans l'import-export qui fait que, en tout cas, on arrivait à avoir les informations pour savoir réellement si tel commerçant était dans tel pays, quels sont les produits, et aussi en se basant sur les fournisseurs avec lesquels ils ont l'habitude de travailler depuis plusieurs années. Après, ça dépend du domaine, hein. L'import-export est vraiment à part. Là, j'ai compris en fait que Oumar, s'il te plaît. Voilà. non, non, Oumar, s'il te L'import-export est plaît. vraiment à part. Maintenant, Voilà, pour aller, je crois, oui, je pour crois que aller plus, Oumar voulait en savoir un peu plus sur Afacto. Je crois que, voilà, là, je crois que tu en sais, tu en sais beaucoup plus. Peut-être que si vous permettez, on va peut-être non, non, évoluer parce que sinon, on ne va pas tenir dans le temps. il n'y a pas de souci. c'était pour tenir la discussion le temps que tu sois là, en fait. Il n'y a pas de Exactement, souci. exactement. Voilà. Il y avait un petit souci de connexion, donc j'ai dû switcher vers, voilà, vers un autre service. Donc, merci Oumar d'avoir pris Avec le relais plaisir, Omar, si tu veux entre discuter temps. au-delà du call, il n'y a pas de problème. Ça OK. marche.
OK, merci. Donc, je crois que nous connaissons beaucoup mieux Afacto, plus que même nous n'en voulions. Voilà. On pourra même consacrer tout un webinaire juste pour parler d'Afacto. Je crois que voilà, Avec plaisir. on ne va pas du tout s'ennuyer. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur le sujet de l'affacturage digital. Donc, la question suivante, elle va s'adresser à Papa Tété Diadou, voilà. Donc, qui lui travaille au niveau du Crédit Mutuel du Sénégal, donc qui est un SFD, qui intervient beaucoup en zone rurale. Donc, ce que nous aimerions savoir, c'est dans quelle mesure l'open banking représenterait une opportunité pour renforcer l'inclusion financière, notamment en zone rurale, et quelles seraient les conditions prérequises pour arriver justement à ce partage de données et qui bénéficierait à ces populations des milieux ruraux. Oui, très, très rapidement, hein, Maxime, hein. Donc, à ce niveau, si on est tous d'accord que l'open banking, c'est peut-être un pan ou un élément de l'open finance et que l'open banking tendait vraiment dans le cadre de l'échange de données, même s'il y a d'autres aspects qu'on peut développer. C'est une opportunité pour les populations rurales parce que ça permettait à d'autres acteurs de venir développer d'autres secteurs, d'autres services financiers en vue de, en fait, c'est dans l'extension de ces services. Et quand on parle d'extension de services, forcément, on va au-delà de ce qu'on faisait traditionnellement, qui est de l'épargne, du crédit et peut-être un peu d'assurance. Donc, les autres acteurs qui viendront avec de nouveaux services, hein, à travers les innovations qu'ils peuvent mettre en place parce que la technologie est là. Donc, de ce point de vue-là, les populations rurales surtout pourront bénéficier en fait de nouveaux services, hein, très innovants qui vont leur permettre peut-être d'exceller dans leur activité. Donc, c'est une opportunité pour ces populations-là parce qu'il y aura d'autres services qui seront mis à leur disposition. Maintenant, ce qui pourrait faciliter la chose, c'est pas seulement se limiter à l'aspect technique ou technologique de l'open banking, parce que au-delà de ça, il y a des aspects qui sont liés aux populations de manière intersecte, c'est-à-dire quel est le niveau d'éducation financière pour pouvoir justement utiliser ces technologies-là. Donc, c'est pour cela, à côté de la technique ou de la technologie open, il faut à côté aussi des mesures d'accompagnement dans le cadre de l'éducation financière, par exemple, les partenariats qui doivent exister justement entre ceux qui interviennent dans ce secteur rural-là, SFD, microfinance, banque ou petites et moyennes entreprises. Donc, c'est ces aspects-là qu'il faut peut-être développer à côté de la technologie ou de la technique qui est l'open banking. Voilà. OK, merci Papa Tété Diadou pour cette précision, notamment par rapport à ce que l'open banking pourrait apporter par rapport justement à vos clients en milieu rural. Je vais revenir vers Oumar Diallo parce qu'on annonçait tout à l'heure une question sur un écosystème qui est aujourd'hui l'un des plus avancés en Afrique sur la question, notamment celui du Nigeria. Voilà, donc on sait par exemple au niveau du Nigeria, ce pays a structuré son cadre d'open banking autour d'une fondation multipartite. Cette fondation s'appelle l'Open Technology Foundation et qui est soutenue par la CBN, la Central Bank of Nigeria. Donc, ce modèle a permis de pouvoir réduire les coûts élevés d'intégration liés à la diversité des API bancaires. Donc, c'est-à-dire que plusieurs banques, plusieurs institutions de microfinance, voilà, mettaient en place leurs propres API et les coûts d'intégration étaient quand même assez élevés. Et donc, par rapport à un tel modèle, ce que nous aimons savoir auprès de d'Oumar, c'est est-ce que, Oumar, tu penses qu'un modèle similaire est transposable dans l'UMOA? Et selon toi, ce type de gouvernance ouverte pourrait-il mieux répondre aux besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises en matière d'accès au financement? Maxime, je vais répondre par oui déjà. Écoutez, on a les mêmes similarités, le Nigeria et nous. En plus de cela, en fait, nous avons aujourd'hui besoin d'harmoniser les API selon des standards communs en réalité. On n'a pas besoin d'avoir des standards différents du Togo au Bénin ou bien du Bénin au Sénégal. Nous sommes dans la même zone, nous sommes une communauté, donc on a besoin d'harmoniser. Moi, je dis oui à la transposabilité d'un modèle de type Open Technology Foundation dans l'UMOA. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va réduire beaucoup les coûts d'intégration. Si aujourd'hui, une structure comme la nôtre qui s'installe au Bénin et c'est que si je me connecte avec Celtis, d'accord,
j'aurai les mêmes coûts, ça ne pose pas de problème. Je vous donne un exemple, il y a KKPay qui souhaite s'installer en Côte d'Ivoire, mais les avantages qu'ils ont au Bénin avec Celtis, aujourd'hui avec les autres opérateurs, qui consiste à avoir des API sans pour autant payer les 1% ou bien les 1,5%. Ils n'ont pas ces avantages-là entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal et à chaque fois, ils sont choqués. Et nous, on leur dit que nous vivons comme ça depuis la création de nos startups. Vous voyez, dans la zone IMOA, la BCEAO a déjà montré en fait une certaine appétence pour la standardisation, mais aujourd'hui, c'est toujours pareil. On a plusieurs chantiers qui sont toujours en chantier en réalité. Donc, la CBN aujourd'hui est beaucoup plus flexible. Ça se comprend. Le Nigeria est un pays, mais la BCEAO gère 8 pays, donc c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui à mettre en place en zone communautaire que dans un seul pays. Ça aussi, il faut l'admettre. D'accord? Mais tout compte fait, aujourd'hui, on aurait beaucoup à gagner par rapport à une gouvernance ouverte qui serait vraiment bénéfique. Maintenant, qui va prendre le lead pour gérer tout ça? On va dire que chaque antenne de la BCEAO dans chaque pays aura en charge pour gérer ça. Mais le Nigeria, eux, ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement s'associer avec des fintechs. Là, on remarque vraiment l'expression du partenariat public-privé parce qu'aujourd'hui, des fintechs comme InterSwitch aujourd'hui sont incontournables en fait dans la mise en place de ce genre-là. Aujourd'hui, est-ce que nous, en zone UMOA, on a des fintechs pareils, à moins de prendre en charge aujourd'hui le financement d'un incubateur commun où aujourd'hui on aura des fintechs qui sont des fintechs de la BCEAO, ce qui paraît impensable. Maintenant, il va falloir donc faire beaucoup de concessions, choisir des leaders pour que ces leaders-là, tout simplement, puissent gérer cette plateforme, parce que ce n'est pas une plateforme qui sera développée par la BCEAO, non, n'y pensons pas, parce que si jamais, en fait, on commet cette erreur-là, on risque toujours de retomber dans nos travers. Donc, pour moi, pour une harmonisation des API, il faut une concertation entre les gens de la BCEAO et les différents acteurs pour pouvoir tout simplement transposer un peu ce qu'on appelle le OTF du Nigeria. Et c'est possible parce que ça permet l'accessibilité facile des données, donc de tout ce qui est PME qui pourrait donner accès à leurs données bancaires. Et exemple, aujourd'hui, des gens comme CMS donc n'auront pas à se casser la tête pour faire des due diligence avant de financer. Des gens comme Afacto n'auront pas également à faire des KYC sur le terrain pour aujourd'hui, en fait, espérer accorder un prêt ou pas. Et également, en fait, il y a cette innovation qui sera une innovation ciblée parce que ce sont des solutions de prêt instantané, des financements qui seront basés un peu sur l'historique, donc sur les flux que la BCEAO a déjà avec le BIC. Moi, je pense qu'on gagnerait beaucoup et on économiserait énormément d'argent en mettant en place aujourd'hui ce système-là parce que l'interopérabilité et l'innovation financière en sortiront tout simplement grandi. Merci, merci Oumar. Je crois que nous allons rester sur cette question, voilà, des intégrations techniques, voilà, entre banque et fintech. Donc la question suivante va être adressée à Charlie. Donc pour revenir à ces intégrations, on avait déjà dit dans la question précédente, elles sont coûteuses. Il y a également un autre aspect, c'est qu'elles sont complexes et parfois longues. Donc ce que nous aimons savoir, c'est quels sont les leviers techniques réglementaires sur lesquels on pourrait pouvoir s'appuyer. Voilà, euh, quels sont, disons, ces chantiers qui pourraient paraître prioritaires pour pouvoir favoriser une interopérabilité entre ces différentes API. Oui, allô? Ben, Oui, Charlie, nous te recevons. merci. En fait, c'est aussi une bonne question à la fois. J'ai envie de dire déjà que par rapport à ta question, que il y a plusieurs leviers justement je vais dire quoi, qu'on peut mobiliser euh, dans le cadre notamment de l'open finance, de l'open banking, d'accord? À savoir notamment un levier technique, réglementaire, et notamment un levier, je vais dire, euh, institutionnel, ou notamment la collaboration avec les différents partenaires ou l'écosystème cible.
Je pense que la Banque centrale aujourd'hui, dans ses travaux, adresse pratiquement l'ensemble de ces leviers-là dans le cadre du projet d'interopérabilité. Je pense que la Banque centrale adresse effectivement dans ces leviers. Mais j'ai envie de dire d'abord quelque chose, c'est que d'un point de vue, déjà, alors, je voudrais revenir déjà sur NIRPI. Alors moi, je voudrais déjà lancer un appel pour dire que NIRPI aujourd'hui, d'accord, d'un point de vue technique, a déjà les bases, en fait, pour lancer les premiers jalons sur l'Open Finance. Tout simplement parce que dans la région ouest et centrale Africa, on a beaucoup de banques ou d'institutions financières, mobile money, microfinance, banques, qui sont déjà connectées aujourd'hui à notre technologie via une API standardisée, d'accord, que eux tous aujourd'hui se sont appropriés, qui ont installé et qui chaque jour font des transactions à travers leurs propres applications. Les clients utilisent leurs propres applications, l'application du Crédit Mutuel du Sénégal, pour accéder à des services notamment de toutes sortes, que ce soit le paiement des factures classiques, la recharge des cartes, etc. On peut effectivement étendre, d'accord, l'innovation justement à d'autres API, comme j'ai dit, dans le cadre de l'Open Finance, des API notamment d'information ou des API notamment, je vais dire quoi, de transactions qui existent déjà. Donc, ajouter peut-être des API d'information sur le scope de ce que nous faisons. Mais ceci dit, le levier technique est effectivement un facteur clé qu'il faut prendre en compte, voilà, parce qu'il y a le sujet sur les API standards que nous, aujourd'hui, que nous faisons déjà, d'accord. Il y a le sujet sur l'infrastructure. Quand je vais parler d'infrastructure, je vais parler notamment des sujets notamment liés au data center, peut-être au cloud également. On a vu tout récemment au Sénégal, pour le compte de la région, je pense, Ouest Afrique, la Sonatel qui a signé un accord avec AWS. Donc, on va parler notamment de data centers régionaux, de data centers mutualisés. On va sortir un peu des cloisons des différents pays, même aujourd'hui, qui sont en train d'avoir leur propre data center. Voilà. Et des initiatives comme la Sonatel aujourd'hui, effectivement, sont à saluer parce que ça va venir justement renforcer une base technologique, d'accord, qui nous amènerait effectivement à l'open finance. On va parler notamment aussi peut-être des sujets liés à la cybersécurité, des normes de conformité qui viennent aussi également dans le cadre du périmètre technique. Quelles sont les normes de sécurité ou de conformité de sécurité aujourd'hui, ou de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, etc., qu'il faudra justement mettre en place et faire respecter à l'écosystème, notamment dans le cadre de l'open finance ou de l'open banking. Voilà. Dans un sujet justement réglementaire, il y a plusieurs autres aspects. Je pense également, je ne suis pas un spécialiste de la conformité, mais je vais dire quoi. J'ai parlé du cadre juridique, j'ai parlé de la reconnaissance notamment, où je veux parler de la reconnaissance notamment de tout ce qui est, parce qu'on va parler de digitalisation, on va parler également de dématérialisation. Il faut reconnaître les documents, tout ce qui est documentation dématérialisée qu'il faut reconnaître dans le cadre de l'open finance, la véracité des documents, la protection des données personnelles. Aujourd'hui, chaque pays aujourd'hui a une entité qui s'occupe de la protection des données personnelles. Et lorsqu'on va vouloir aller justement vers l'open finance, il va falloir effectivement un cadre formel, régional peut-être, qui va permettre effectivement de reconnaître une certification ou une attestation aujourd'hui de protection des données personnelles. Nous, NIRPI, on limite, on se retrouve à faire une attestation de protection des données, c'est-à-dire à rendre conforme notre technologie par pays. C'est pas efficace. On l'a fait au Sénégal par rapport à la protection des données personnelles, au Bénin, au Cameroun où je suis actuellement. Il faut le faire. Du coup, ce n'est pas efficace et ça ralentit un peu l'innovation. Voilà. On va parler également d'un autre levier que j'ai dit tout à l'heure, ce sont les institutionnels. Donc, qui va parler de l'open finance, va parler de liquidité parce qu'il va y avoir du cash. Pour faire l'innovation, il faut du cash. Voilà, il faut du cash et quoi, Oumar le sait. Est-ce que le cash qu'on a encore, il faut encore courir, il faut développer. Nous, on est là pour développer. Nous, on n'est pas là, en fait, pour aller chercher le financement. Mais le financement doit être là, effectivement, pour mettre le cadre nécessaire pour qu'on puisse venir, justement, opérer correctement sur le marché. Voilà. Donc, il y a les institutionnels, les différents partenariats, les banques au développement, le FMI, la Banque mondiale,
l'UNCDF qui a beaucoup fait dans la région. Voilà, les partenaires publics-privés. Aujourd'hui, c'est un point essentiel. Si on veut aller vers l'open finance, à un moment donné, il faut trouver un cadre juridique qui va permettre aux fintech de travailler avec des publics. Le partenariat public-privé doit exister. Sinon, comment on va chercher les données où on doit nous mettre dans des compétitions avec des gars? La commission, ce n'est pas la commission le problème, mais on sait comment ça se passe, monsieur. Voilà. Donc, moi, je pense qu'effectivement, le cadre doit exister pour permettre aux fintech de travailler aisément, d'accord, avec, dans le cas des partenaires publics-privés, avec notamment des sociétés publiques, des États, des gouvernements sans problème, pour justement impulser l'innovation et justement aller chercher les 90%, les 100% restants, notamment pour inclure financièrement dans le cadre de l'open finance ou l'open banking. Parce que l'innovation va être portée dans une agilité. Et l'agilité, on le sait, ce sont les startups, ce sont les fintechs qui l'apportent. Voilà. Très bien. Merci, Charlie. Je crois quand même que j'ai noté dans vos différentes interventions, voilà, que, disons, les patrons, les CEO de fintech que vous représentez, vous avez quand même, on note quand même qu'il y a un certain nombre d'API qui sont disposés, qui sont disponibles dans l'écosystème. Mais malheureusement, ce que j'observe globalement, c'est quoi? C'est que c'est des API qui fonctionnent dans des systèmes en vase clos. Et donc, voilà, il faudrait vraiment qu'on puisse trouver les leviers sur lesquels agir pour que les données puissent être acquises non seulement parmi les acteurs, que ce soit des acteurs privés, mais également parmi les acteurs du public. Donc, ça, je crois qu'il y a encore beaucoup de défis de ce côté-là. Et puisque tout à l'heure, tu évoquais les infrastructures, je vais poser une question cette fois-ci qui va s'adresser à Papa Tété Diadou concernant justement les infrastructures. Donc voilà, il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont en place, notamment toutes celles qui permettent de pouvoir améliorer la connectivité, l'Internet. Il y a la pénétration, bon, les smartphones qui nous permettent également aujourd'hui de pouvoir utiliser nos smartphones. Il y a également tout ce qui est mis en place pour pouvoir faire du KYC et les identifiants uniques. Donc par rapport à cela, la question que je m'en vais poser à Papa Tété Diadou, c'est d'avoir son appréciation par rapport à l'état aujourd'hui de ces infrastructures, y compris même celle sur laquelle le CMS est aujourd'hui onboardé, qui est l'infrastructure régionale de paiement interopérable. Donc, quelle est votre appréciation, Papa Tété Diadou, globalement par rapport à ces infrastructures qui sont déjà en place? Oui, donc au-delà de ce que vous venez de dire, et c'est important, et on vient de le vivre d'ailleurs en direct au cours de ce panel, c'est l'Internet, la connectivité, n'est-ce pas, Maxime? Donc, c'est le premier support pour moi d'infrastructure. Si c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à ce niveau-là, mais il reste encore vraiment autre chose à mettre en place, des éléments qui permettent d'avoir une bande passante beaucoup plus importante pour que cette connectivité soit beaucoup plus stable et robuste. Donc ça, c'est un élément aujourd'hui, on pense qu'on l'a dépassé, mais pour l'instant, je crois que c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on s'arrête encore et s'il y a des axes d'amélioration, en tout cas à ce niveau-là. Ensuite, du point de vue de l'outil numérique qu'on utilise, l'appareil. Aujourd'hui, on migre tous vers le smartphone, mais il y en a encore qui ne l'utilisent pas. Je me rends compte récemment dans le monde rural, il y en a qui n'ont pas de smartphone. Aujourd'hui, on veut déployer une application mobile, mais on se rend compte qu'on est un peu bloqué par le fait qu'il y en a qui n'en ont pas. Donc, il faut que l'idée première de l'utilisation du canal USSD, par exemple, que cette idée ne soit pas lâchée. Parce que sinon, on va laisser en rade beaucoup de personnes. Donc, ce que je pourrais dire globalement à ce niveau-là, c'est qu'en termes d'infrastructure, mon appréciation, c'est qu'il y a des efforts qui sont faits. Donc, on a, par exemple, récemment, la disposition qui est sortie au niveau de la BCAO pour encadrer un peu comment utiliser le EQIC. Je pense que ça sera une avancée extraordinaire. Et à côté, il y a ces technologies qui permettent de le faire. Donc, on doit y aller. Maintenant, ces technologies aussi sont encore chères, hein, Charlie. C'est encore très cher d'utiliser ces technologies pour notamment aller sur le plan de EQIC qui va être une avancée majeure pour nous qui intervenons surtout dans le monde rural et dans certaines zones où l'accès est encore très difficile. Par exemple, cette affaire pourrait favoriser les souscriptions, les adhésions à distance pour nous, les SRD. Je ne parle pas peut-être des autres, les fintech et autres, mais pour nous, les SRD, il est important que ces dispositifs soient mis en place. Mais les technologies, pour les utiliser, sont là, existent, mais encore à un niveau élevé, un niveau très, très, très cher. Donc, nous,
pour être vraiment à l'aise dans ça, il a fallu mettre en place une infrastructure robuste, investir, innover et puis mettre à jour encore toutes les infrastructures qu'on a eues à ce niveau-là. Donc, Maxime, c'est un peu ça. Donc, mon appréciation, c'est que des efforts sont faits, mais il reste encore à faire pour davantage ne pas laisser en rade certaines populations qui sont surtout dans les zones rurales. Ok. Merci, Papa Tété Diadou, voilà, pour cet éclairage par rapport aux infrastructures en place. Donc, voilà. On est d'accord sur le fait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à la qualité de nos infrastructures. Je vais revenir sur la question des données, Si je cette peux, fois-ci avec... si je peux utiliser juste cette partie-là de l'identité, Ok, vous d'accord. parliez tout à l'heure de l'identité, hein. Je pense que c'est encore quelque chose sur laquelle la Banque centrale ou même au niveau sous-régional, on doit très vite intervenir pour que ça soit mis en place parce que ça peut faciliter davantage le développement de l'inclusion financière et même cet aspect de l'open banking pour plus de services financiers aux populations qui sont dans les endroits plus reculés. Donc, cet aspect de l'identité numérique. Ok. Merci, Papa Tété Diadou. Donc, je disais tout à l'heure que nous allons revenir sur la question des données. Voilà, avec Madame Koulibaly. Et aujourd'hui, on aimerait savoir, au niveau de d'Afacto, puisque vous êtes déjà active sur le marché africain, quelles sont les données sur lesquelles vous vous basez pour pouvoir analyser le risque de crédit ou évaluer le besoin en financement? Et aussi, quelles données restent inaccessibles ou insuffisantes pour vous permettre de pouvoir proposer des solutions vraiment adaptées aux besoins des micro, petites et moyennes entreprises? Madame Koulibaly, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, rebonjour. Aujourd'hui, les données qu'on arrive à récupérer, c'est les données classiques de terrain. Mais nous, on est aussi plus sur une approche de gestion de risque, en fait, sur les différentes entreprises qu'on accompagne. On a les données, on peut donner des scores de crédit sur ces entreprises-là, mais l'idée derrière, c'est de gérer le risque sur la chaîne d'approvisionnement pour s'assurer derrière que euh, les fonds débloqués peuvent être remboursés derrière. Donc, il y a, comme vous le savez, les informations terrain, notamment les bilans, les trucs qu'on arrive on les aide, on les accompagne. D'où l'idée aujourd'hui de carrément développer une partie consulting pour accompagner les entreprises qu'on accompagne, pour les aider en fait, à se rendre bancables, en fait, à développer à nous pouvoir structurer les informations qu'ils ont déjà en interne pour ensuite se faire financer. Donc aujourd'hui, les données, c'est les bilans, les bonnes commandes, les bons déjà validés avec des fournisseurs avec lesquels ils ont l'habitude de travailler et des informations qu'on arrive à récupérer aussi au niveau des fournisseurs. Merci, merci, Madame Koulibaly. Mais je vais peut-être creuser un peu sur, voilà, dans cette question. Alors, là, lorsque vous parlez de bilan, ça, c'est vraiment des entreprises qui sont quand même d'une certaine taille. Est-ce que vous avez affaire à des micro-entreprises qui ne sont pas capables de pouvoir vous fournir un bilan et comment vous gérez ces cas-là? Oui, c'est ce que je vous disais au début, c'est les entreprises qu'on accompagne à structurer parce qu'ils ont déjà des historiques de paiement avec des fournisseurs avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Donc, on a cette traçabilité qui fait que le fournisseur peut nous dire l'historique de l'entreprise et on accompagne l'entreprise à structurer un prévisionnel pour avoir des informations en temps réel de ce qu'il fait. Et en D'accord. interne, on a développé notre propre scoring avec les informations, avec des éléments qu'on arrive à leur demander à travers ce scoring-là pour valider le financement ou pas. En sachant que nous, l'idée, c'est vraiment de ne pas exclure une entreprise du financement, donc ne pas forcément se baser sur ces éléments, mais se baser sur la réalité. Donc la réalité, c'est qu'il y a un fournisseur qui peut fournir sur cette entreprise-là, et en face, il y a un client, et ce client est prêt à acheter. Maintenant, structurer l'opération de sorte que on puisse minimiser le risque. Il n'y a pas de risque zéro, mais minimiser le risque sur le financement de cette entreprise. D'où l'idée, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est de mettre en place carrément notre gestion de flux avec les entrepôts de logistique en France et au Sénégal pour permettre aux entreprises d'avoir accès à du stock et nous de pouvoir gérer ce stock-là en tiers détention et en mettant aussi à disposition de ces entreprises-là le stock qu'ils ont besoin sans avoir à aller fournir énormément d'informations pour pouvoir gérer leur commerce en fait.
Merci à vous, madame. En tout cas, Merci à vous, madame Col. pour Oui, je expliquer, vous en prie. Afacto aujourd'hui ne se positionne pas simplement sur du financement. On a considéré que quand on veut accompagner le chaîne d'approvisionnement en Afrique, on ne peut pas se positionner comme si on était un acteur en France qui avait toutes sortes de structures digitalisées, accès à l'open banking en temps réel, à toutes sortes d'informations sur les entreprises pour financer l'entreprise. Donc, quand on parle des données qu'on a du terrain, on se rend compte que c'est des entreprises qui font accompagner sur leur structuration. C'est des entreprises qui font accompagner sur leur visibilité. Ou c'est des entreprises qu'il faut aussi accompagner pour leur mettre à disposition des fournisseurs de qualité. Parce qu'aujourd'hui, sans avoir l'information, ces entreprises ont tendance à même travailler avec des fournisseurs qui leur coûtent super cher parce que dans différents domaines, je prends l'exemple de l'import-export, où ils n'ont pas accès à des fournisseurs de qualité et mettre les fournisseurs en compétitivité tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'information. Donc, c'est le schéma où on ne peut pas se positionner que sur le financement parce que tant qu'on n'a pas accompagné ces entreprises pour les rendre bancables, on ne peut pas les financer. Donc, l'idée d'Afacto, c'est vraiment de se positionner comme un acteur incontournable à des endroits stratégiques de la chaîne d'approvisionnement pour accompagner ces entreprises-là. Pas de A à Z, mais en mettant d'autres partenaires à des endroits où ces partenaires-là aussi peuvent intervenir comme tiers de confiance pour accompagner ces entreprises sur le financement. Merci à vous, madame Koulibaly. Je vais revenir avec Charlie sur cette question, toujours par rapport à l'ouverture des données. Quel type de données favoriser aujourd'hui l'open banking? Comme je le disais dans mon introduction, l'open banking ne concerne pas uniquement le crédit. Donc, les données accessibles via la plateforme du bureau d'information sur le crédit, mais ça concerne également des données transactionnelles. Et parfois, ce sont des données aussi très sensibles. Euh, la question que j'aimerais poser à Charlie est de savoir aujourd'hui quel type de données devrait prioritairement être ouvertes dans la zone UMOA et quels risques il faudrait pouvoir anticiper en ouvrant ces données-là. OK. Merci beaucoup, Maxime. Mais si tu permets également, peut-être une petite question, peut-être pour Madame Koulibaly, peut-être après, elle pourra peut-être y répondre. Alors, je sais qu'aujourd'hui, dans la région, en tout cas, de l'Union européenne, depuis 2018, il y a la directive PSD2, DSP2. voilà, PSD2, notamment qui vient également favoriser complètement l'open banking dans la région. Donc, toute l'Union européenne notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, elle, je ne sais pas si elle a l'information, mais est-ce qu'elle arrive à profiter également parce que les données, effectivement, dans ce cas-là, elle peut les avoir effectivement plus facilement, ça s'entend. Mais est-ce que ces mêmes données, elle les a aussi plus facilement peut-être dans notre région, de côté notamment de l'Afrique ou dans les pays où elle opère. Alors, pour revenir à ta question, Maxime, alors, quels sont les types de données, en fait, pour les données prioritaires, sans compter également, quand on dit données, il faut aussi penser au risque à la fois, justement, qu'on peut justement partager dans le cadre de l'open banking et quels sont notamment les risques également, je l'entends en même temps, qu'il faut tenir compte. Voilà. Déjà, premièrement, je pense qu'il peut y avoir différents types de données. Mais de façon prioritaire, on va peut-être parler déjà des données non personnelles. Déjà, tout ce qui est type de données non personnelles ou tarification ou localisation. Le fait simple également de pouvoir permettre à une fintech de permettre à ses clients, via l'interface de la fintech, de géolocaliser notamment des ATM, déjà dans le cadre de l'open banking. Donc, ça, typiquement, ce sont des données non personnelles. Voilà. Des données non personnelles, avoir des statistiques ou des informations, avoir des services bancaires ou des tarifications, etc. Oui, ça peut être des données déjà de premier niveau qui peuvent être partagées. On peut avoir des données clients. Des données clients, quand on va parler des données clients, on va parler notamment également du consentement du client par rapport au partage de ces données-là. Si le client n'a pas de ce consentement, c'est passible de poursuites judiciaires, tout simplement. Voilà. Et d'où également la protection des données clients
qui vient justement s'appliquer. Donc, données clients, on va notamment parler des données de compte, que ce soit client particulier ou moral. Hein. Madame Coulibaly l'a dit tout à l'heure, le fait de demander des états financiers ou des bilans, etc., font partie également des données. Oui, dès que le client a donné son consentement, voilà, que ces données puissent effectivement être partagées avec des tiers qui sollicitent notamment ces données-là pour des raisons business ou des raisons X ou Y. Voilà, que ce soit le KYC, les données de compte, bilan, etc., sont des données de solvabilité, entre autres. Voilà, parce que bilan, KYC, enfin, des notations de crédit, on a parlé tout à l'heure avec la BIC, des données de solvabilité, notamment que la BIC manipule, effectivement, ça revient également, qui met aussi des données justement prioritaires, parce qu'aujourd'hui, ça se fait déjà. Donc, ça rentre tout simplement dans la crédibilité de celui qui demande de faire permettre notamment la consultation de ces données-là. Voilà. Entre autres, j'ai parlé notamment des risques. Oui, il faut bien partager les données, mais en même temps, je veux protéger mon activité. Oui. Donc, notamment le risque de réputation, le risque de réputation ou justement de vie privée. Hein. Les gens veulent peut-être ne pas partager peut-être des données qu'ils appellent des données confidentielles. D'accord? Oui, il faut justement respecter cela. Des risques également, surtout, vous savez, quand on est dans le cas de l'open banking, il y a ce qu'on appelle peut-être risque systémique. Je pense que tu le sais très bien, le risque systémique. Il faut justement faire attention à cela pour justement préserver la stabilité du système financier. Voilà. Et ça, je pense que les sachants, notamment réglementaires, sauront justement approfondir mieux sur le risque systémique qu'il faut préserver, notamment dans le cadre de l'open banking. Mais c'est un point, je pense, effectivement, qu'il faut regarder de près. Merci. Merci, Charlie. Je crois que tu avais adressé une question à Madame Coulibaly. J'allais venir à elle, mais bon, je vais la prier, voilà, de répondre à nos deux questions en vraiment 2 minutes, parce que voilà, il nous reste juste 15 minutes pour finir les échanges sur le panel. Nous avons connu quelques petites perturbations. Je prie les participants et même les panélistes de nous en excuser. Donc, la question, on va rester vraiment sur cette question de protection des données et plus particulièrement sous l'angle de la confiance des micro, petites et moyennes entreprises. Donc aujourd'hui, la question que j'aimerais poser à Madame Coulibaly, c'est de savoir quelles garanties pourrions-nous donner à ces entreprises, voilà, par rapport au partage de leurs données. Est-ce que c'est des garanties de type contractuel, réglementaire, technique? Comment pourrons-nous rassurer ces entreprises par rapport à ce qui est fait de leurs données pour pouvoir leur fournir des services? Madame Coulibaly, vous avez la parole, s'il vous plaît. Madame Coulibaly, vous pouvez activer votre micro? Oui, Maxime, je suis là. Ok, d'accord. Pour ces données, on a effectivement un contrat entre nous et le client sur tout ce qui est protection de données. Et on est même actuellement en train de se faire accompagner par une structure sur tout ce qui est RGPD. Donc, c'est important que l'entreprise se fasse soi-même accompagner par des professionnels en conformité dans ce domaine-là pour ensuite accompagner les entreprises et les rassurer sur la protection de leurs données. Encore une fois, ce qu'il faut rajouter, c'est que dans le cadre de l'affacturage et de reverse factoring, on n'a pas forcément besoin des mêmes données que les banques ont besoin pour faire du financement classique. Nous, l'idée, c'est d'aller vite et d'accompagner ces entreprises avec les données, comme je l'ai si bien dit, terrain et des données techniques et de gestion je peux le dire, d'un deal, que ce soit tout de suite ou sur du long terme, avec des informations en temps réel. C'est-à-dire, le client, il a des entreprises avec lesquelles il travaille, donc des données concrètes de son activité et de sa solvabilité à l'instant T où on le finance et jusqu'à la fin de l'opération. Madame Coulibaly, je ne sais pas si Vous vous êtes m'entendez? arrivé au bout de votre intervention, parce que je vous ai perdu quelques secondes. Oui, il y a un décalage entre vous. Je parle et ça me revient. Vous m'entendez là? Ah, moi je vous entends parfaitement. Ok, d'accord. Donc oui, c'est ce que je voulais dire. Si Charlie a d'autres questions, je suis disponible. Charlie? Ok, merci, mais je crois que voilà,
pour pouvoir mieux gérer le temps, je crois qu'il nous reste moins de 15 minutes pour finir la discussion. Et je crois qu'aussi, nous avons un panéliste qui doit nous quitter un peu plus tôt. Donc, je vais essayer d'accélérer. Voilà, donner chaque fois 2 minutes, maximum 3 à nos panélistes, voilà, pour pouvoir tenir dans le temps. Donc, ici, la question suivante va s'adresser à Papa Tete Diaby. On reste toujours sur cette question de la confiance des usagers des services financiers. Et voilà, concernant les usagers des services financiers en zone rurale, on poserait la même question à Papa Tete Diaby. Quels sont les leviers qu'il recommanderait pour, voilà, justement, renforcer cette confiance ou bien l'instaurer? Oui, oui, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un parler de consentement. Je pense que c'est Charlie. C'est l'élément Tout à central. fait. Aujourd'hui, tel qu'on le fait avec le bureau d'information, les consentements, c'est vrai, on les récupère, on les collecte, hein, mais l'élément important, c'est qu'il faut ce consentement et quelque part, le consentement éclairé et en fait accepté et bien expliqué à celui qui le donne. OK? Donc, là, c'est un petit lac qui est là qu'on doit corriger. Aujourd'hui, le premier aspect, c'est dire à celui-là qui donne ses données, attention, vous êtes en train de donner vos données parce que peut-être on pourra les utiliser de telle autre façon. Et s'il accepte, il faut que derrière qu'il sache qu'est-ce qui est derrière, à quoi on va, enfin, qu'est-ce qu'on va faire avec ces données. OK? Donc, ce qui n'est pas nécessairement fait. Et de ce point de vue-là, pour certains qui connaissent, ça peut poser des problèmes de confiance. Et ça, c'est un deuxième niveau de mon analyse. Ça veut dire qu'au-delà du consentement éclairé qu'il faut donner, il faut à côté aussi que la confiance soit rétablie. Et la personne, qu'on le mette dans les conditions de dire, OK, je sais, je donne, j'ai confiance, donc je sais, on pourra l'utiliser de telle autre façon, et ainsi de suite. Donc, si la personne la confiance est là, voilà. Ensuite, le rassurer ou rassurer la personne là que ces données seront bien protégées. Si elle sent que derrière, ces données peuvent être utilisées à n'importe comment et qu'on peut les retrouver, qu'on peut les retrouver à tout instant dans la rue, là, ça peut poser des problèmes aussi pour que ça soit partagé. Donc, Maxime, c'est 3 niveaux. J'axe en fait mon intervention sur ça. Qu'est-ce qu'il faudrait-il faire? C'est que ce climat de confiance particulièrement doit être là et que celui qui donne son consentement soit informé des suites qu'il pourrait y avoir derrière ce qu'il est en train de fournir comme données. Parce qu'aujourd'hui, comme le dit l'autre, les données, ça vaut de l'or. Il faut que les gens le comprennent. S'ils ne le comprennent pas, donc après, ça peut poser des problèmes. Voilà. Ah, Papa Tete, peut-être une précision. Je reformule ma question parce qu'il y a une précision qui est importante. Ici, dans votre cas, puisque vous êtes au niveau du CMS, qui adresse aussi une partie de sa clientèle. Ce sont des populations rurales ou semi-urbaines, donc pas toujours lettrées. Donc, par rapport à cette question de consentement, de façon pratique, comment c'est géré? Comment, en fait, de telles personnes savent d'abord que leurs données peuvent être utilisées par différents partenaires qui ne sont pas nécessairement le CMS. De façon pratique, comment vous gérez cela? Oui, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. En fait, il faut leur expliquer et dans un langage très clair, hein, qu'ils puissent comprendre les enjeux et l'intérêt qu'il y a de partager ces données. Parce que parfois aussi, il va de leur intérêt que ces données soient partagées. Par exemple, avec les compagnies d'assurance agricole, hein, aujourd'hui, qui sont sur des options d'assurance indicielle qui permet aujourd'hui de payer rapidement les indemnisations sans toute une paperasserie. C'est important pour que cette personne-là soit informée de ces aspects. Et s'il est informé, il sait, il peut facilement accepter et donner son consentement pour cela. Donc, nous, on joue sur cet aspect information pour leur dire quelle est la valeur ajoutée qu'on peut en tirer et partager avec eux. Si nous, on gagne là-dessus, eux aussi doivent pouvoir en tirer parti. Et si c'est bien expliqué, je pense à ce niveau-là, les problèmes ne se posent plus. Merci, Papa Tete. Je crois que c'est mieux compris maintenant. Alors, je reviens maintenant, mon cher ami Oumar Diallo, par rapport à ces lois sur la protection des données. Je crois que Charlie avait un peu touché ce point, ce challenge. Aujourd'hui, on a des lois, on a des lois sur les protections des données qui sont nationales. Donc, on n'a pas aujourd'hui de loi régionale. Alors, est-ce qu'il faudrait aller vers une harmonisation régionale pour favoriser le partage de données à l'échelle de l'Union?
Et si c'est cela, quel rôle la BCAO pourrait jouer dans ce processus? Oumar, tu as la parole. Très bien, merci Maxime. Alors moi, je suis très à l'aise avec cette question-là. Donc, durant ces 7 mois, j'ai eu à accompagner plusieurs fintechs donc de la zone UMOA pour l'obtention de la licence PSP. Et ce que j'ai remarqué, effectivement, c'est qu'on a des lois à harmoniser aujourd'hui dans la zone. Je vous donne un exemple. Au Sénégal, tout ce qui est donc loi sur les données personnelles ou bien des éléments sur les données personnelles, c'est géré par la CDP et qui s'inspire beaucoup donc du droit positif sénégalais avec la loi sénégalaise. En Côte d'Ivoire, c'est pareil avec la RTCI. Au Burkina, c'est avec la CIL. Et finalement, je me rends compte, quand j'ai eu à faire ce travail-là, je me rends compte qu'il y avait énormément aujourd'hui de différence entre ces 8 pays. Vous allez me dire, ouais, nous n'avons pas les mêmes situations politiques. Par exemple, ce qu'on trouve au Mali, au Niger et au Burkina Faso, c'est beaucoup plus contraignant, beaucoup plus orienté sur le blanchiment d'argent et tout ce qui est prolifération d'armes de destruction massive, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a peu de données, ou bien en fait, il y a un regard strict sur tout ce que vous publiez ou bien sur tout ce que vous communiquez. Et pour moi, le rôle de la BCAO aujourd'hui dans une harmonisation permettrait tout simplement d'avoir un socle commun de tout ce qui est donc réglementation sur ces données personnelles-là. Comment faire? Je ne saurais le dire, mais si on a ça, on a une simplification pour les opérateurs régionaux aujourd'hui à commercer entre eux. Et je sais qu'en fait, aujourd'hui, l'économie doit prendre le dessus sur beaucoup de considérations politiques parce qu'on va créer ce climat de confiance pour le partage sécurisé de toutes ces données-là, que ce soit entre les pays, mais aussi que ce soit entre les entreprises qui travaillent entre elles. La BCAO pourrait tout simplement élaborer un cadre régional de protection des données comme elle est en train de faire avec donc, les autres secteurs. La BCAO aussi pourrait imposer des normes. Maintenant, ces normes-là devront peut-être être en conformité avec les lois de chaque pays. Et ça aussi, je crois que c'est les ministères de justice de chaque pays qui doivent tout simplement se rencontrer. Il ne faut pas oublier en fait qu'on est dans une communauté. Et quand on est dans une communauté, il faut toujours avoir ce bon vouloir vivre ensemble. Et ce bon vouloir vivre ensemble impose les gens aujourd'hui à se réunir autour d'une table et faire, à l'instar des Européens, les 27 pays européens se sont réunis en 2018. Vous voyez, pour parler aujourd'hui d'une réglementation unique qu'on a appelée RGPD, je crois, pour permettre à tout le monde aujourd'hui de savoir ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Et il le faut, et harmoniser, avoir aujourd'hui tout simplement, mettre aujourd'hui les conditions d'accès, que ce soit pour nous qui sommes en fait dans la technique ou pour les banques, savoir aujourd'hui si, dans le cadre de l'open banking ou bien de l'open finance, même moi je préfère ce terme-là, open finance, si aujourd'hui les banques nous donnent la possibilité de se connecter à elles et puis d'utiliser les données, de savoir aujourd'hui jusqu'où s'arrête aujourd'hui cette possibilité-là. Parce qu'aussi, il ne faut pas qu'on abuse. On l'a vu avec les réseaux sociaux, ça s'est passé ailleurs, où les gens ont pris des données qui normalement étaient des données destinées à s'enrôler sur une plateforme pour les analyser, pour tout simplement influencer des élections. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu sensible aujourd'hui, mais c'est possible. Ce n'est pas impossible d'harmoniser. Ce n'est pas aussi impossible aujourd'hui de mettre en place un cadre juridique qui va permettre tout simplement de faciliter les transferts transfrontaliers parce que nous, c'est ce qui nous intéresse en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui comment pousser pour que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général puissent avancer ensemble et commercer entre elles. Maintenant, pour que les pays commercent entre eux, il faudrait mettre ce cadre légal. Et ce cadre légal, je crois que c'est la BCAO, c'est la BEAC, c'est en fait toutes ces banques centrales-là qui aujourd'hui sont au cœur de l'économie de ces pays-là, qui peuvent s'unir pour parler d'une loi en conformité avec ce que en fait les populations veulent.
Bon, en résumé, je dirais qu'en fait, la BCEAO pourrait devenir ce que, en fait, la Banque centrale européenne est pour la. Bon, tout à l'heure, Charlie l'a dit, pour la DSP2, ce que la Banque centrale européenne a fait, je pense bien que son homologue de la Banque centrale euh, de l'Afrique de l'Ouest peut faire aujourd'hui pour que dans la zone UMOA, en fait, aujourd'hui, on puisse avoir la même chose pour qu'aujourd'hui, dans la zone UMOA, qu'on puisse avoir au moins une loi sur les données personnelles unique. Donc, moi, c'est aujourd'hui mon intervention et je pense que c'est possible. J'en ai fini à Maxime. C'est bon, c'était la fin de mon propos. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais je pense que Maxime a un petit souci de connexion, quoi. OK. Je pense que Maxime est déconnecté à nouveau. Allô? Oui, Maxime, Allô, vous me recevez? oui, on te reçoit, Maxime. Ah, OK. Allô? Oui, vas-y. On t'entend. Oh. Ok. Nous pensons, Bon, là, ça rate. qui concerne. Oui, très, très, très. euh, ça, et sur le réseau, voilà. Donc, concernant les recommandations que nos chers panélistes auront à formuler à l'endroit des régions, par dans le Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, on vous entend. J'entends pas, j'entends pas Maxime du tout. Non, non, on n'entend pas tous. Je pense que c'est des soucis de connexion de son côté. D'accord. Donc, Madame Koulibaly, vous me recevez? Madame Maxime, Koulibaly. Maxime, on t'entend très bien, hein, maintenant. Maxime, on Oh t'entend. là. Oui, là, Toutes Maxime, mes je ex- t'entends. Voilà, toutes mes excuses. Vraiment, la connectivité, elle est très, très mauvaise de ce côté-ci. Donc, la question que je posais, je disais déjà à nos chers participants que nous arrivons dans la dernière section de ce webinaire. Je crois que malheureusement, avec les soucis de connectivité, on ne pourra pas
On va juste aller à la fin du panel et mettre un terme à la discussion. On ne pourra pas prendre les questions des participants. Sincèrement, nous vous présentons toutes nos excuses. Donc, on va juste laisser 1, 2 minutes à chacun de nos panélistes pour pouvoir formuler certaines recommandations à l'endroit des décideurs publics et, euh, et du régulateur financier. Donc, je commencerai par Madame Koulibaly pour nous dire quelles sont les mesures que vous recommanderez aux décideurs publics ou aux régulateurs financiers pour pouvoir stimuler l'usage d'un service tel que l'affacturage digital via des API dans l'UMO. Donc, Madame Koulibaly, vous avez la parole en 1, 2 minutes, s'il vous plaît. D'accord. Bah, moi, ce que je préconise, c'est déjà de faciliter, je peux dire, les tests, les phases tests. Vous savez, avant d'aller sur des agréments complexes, on a besoin, en tant que FinTech, de savoir quel business model on va adapter à terme. Parce qu'au tout début, on sait où est-ce qu'on va, mais on ne sait pas forcément vers quel business model on va finalement s'adapter. Parce qu'il faut se confronter au terrain pour ça. Donc, ce que moi, je préconise auprès de la Banque centrale, c'est de créer des sandbox. Je pense de mémoire que ça existait. Je ne suis pas sûre que c'est sur plusieurs domaines. Mais en tout cas, c'est de créer des sandbox, de créer une espèce de zone grise où ils vont non seulement contrôler, accompagner ces entreprises-là qui vont aller sur des services financiers à terme qui vont avoir besoin d'agréments complexes, de d'abord tester leur marché en restant dans leur sandbox pour ensuite leur récupérer des informations qui pourront leur permettre de savoir sur quel business model ils vont se positionner par la suite. Ça permet d'attaquer un marché qui existe et ça permet de ramener un service de qualité ou de structurer ce service-là pour que ça s'adapte aux besoins des usagers. Et en permettant à la Banque centrale d'avoir quand même un regard sur l'entreprise, qu'il n'y ait pas de dérivés, tout ça. C'est ma recommandation. Et j'appuie aussi ce que Omar a dit tout à l'heure, le fait de créer, mais ça, je ne pense pas que ce sera à la Banque centrale de le faire. C'est plus aux acteurs, notamment nous et les banques, de travailler en collaboration pour créer cette plateforme dont Omar parlait, qui pourra nous servir, nous, et ensuite permettre à la Banque centrale de valider cette plateforme une fois développée. Et la plateforme peut permettre de centraliser des données, d'échanger les données dans l'anonymat ou pas, et d'accompagner les entreprises avec ces partages d'informations pour les financer facilement ou financer même les particuliers plus facilement avec les informations que chacun de nous arrive quand même à récolter sur le terrain avec nos activités. Je vous remercie encore pour l'invitation. Merci Madame Koulibaly d'avoir accepté l'invitation de Digital Frontier Institute. Je vais me tourner vers Omar Diallo. Alors, Omar, quelle serait, selon toi, la toute première décision que la BCAO devrait prendre pour accélérer la construction d'un écosystème d'open banking ou bien ce qui conviendrait d'appeler aujourd'hui d'open finance dans l'UMOA? Quelle serait la première décision à prendre par la BCAO? Alors, pour moi, la première décision pour la BCAO, c'est de se rapprocher des associations FinTech de chaque pays. Aujourd'hui, dans les 8 pays de la BCAO, bon, on va dire dans les 7 pays, parce que je ne connais pas en fait d'association au niveau de la Guinée-Bissau, mais dans tous les autres pays, on a ce qu'on appelle aujourd'hui des associations FinTech qui regroupent toutes les FinTech. Pour qu'il y ait ce pont-là et qu'on ne vive pas dans des mondes parallèles, il faudrait en fait aujourd'hui qu'on communique ensemble. Nous parlons sur aujourd'hui de l'open finance, de l'open banking. La BCAO est en train de mettre en place des briques pour aujourd'hui arriver à ce résultat. Pour moi, c'est le moment qu'on puisse trouver la tribune, le cadre idéal pour échanger, puisque eux, ils régulent pour nous, qu'est-ce qui serait bien et qu'est-ce qui, en fait, aujourd'hui, serait un boost pour l'économie de chaque pays, pour l'économie même de la communauté. Donc, la première recommandation pour moi, c'est de se parler. Il y a une deuxième recommandation qu'on fait depuis très longtemps. Cette deuxième recommandation, c'est en fait aujourd'hui, la BCAO en tant que telle doit aujourd'hui avoir des incubateurs. Dans chaque pays, dans chaque antenne, on doit avoir un incubateur pour pouvoir tout simplement constitué de centres de recherche et de développement où on va aujourd'hui parler de toutes les nouveautés. Parce qu'en fait, ce qu'on a remarqué, l'innovation est toujours plus rapide
que la régulation. Mais la régulation ne doit pas être un frein à l'innovation, mais l'innovation aussi ne doit pas se faire au détriment de la régulation parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de protection, il n'y aura plus de confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas prospérer, nous, en tant que société privée, qui travaillons sous la régulation, en fait, d'une banque centrale. Donc, moi, ce que je préconise, c'est plutôt les échanges, les dialogues, qu'on s'asseye et qu'on fait du brainstorming pour parler de tout ce qui touche à notre secteur et voir comment on peut évoluer ensemble. Parce que personne ne peut aller sans l'autre. À partir de ce moment, il faut qu'on s'asseye. Donc, moi, c'est vraiment les recommandations que j'ai à donner. Maxime, Merci. excusez-moi, Oumar, je vais Oui, rajouter allez-y. quelque chose. Oumar, cet espace existe. J'en fais partie. De ce côté-là, la BCAO a déjà ouvert ses portes il y a très, très longtemps. Ils ont leur base de données FinTech. Ils partagent des informations, ils nous invitent à des événements et ils sont totalement ouverts quand on a besoin de prendre rendez-vous avec eux pour échanger. Ils peuvent mettre les directions dont on a besoin à disposition pour échanger en termes de réglementation et tout, et échanger à savoir sur quoi on veut partir. De ce côté-là, l'ouverture existe. Si tu as besoin des informations, je pourrais te les transmettre sans problème. OK. Merci, Madame Coulibaly, pour cette Merci. précision. Mhm. Voilà. J'aurais une dernière question pour Charlie Lukaku. Après, quand même, je ferai l'effort de prendre quand même deux participants qui ont levé la main. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais je vais essayer quand même d'en prendre deux avant qu'on puisse mettre euh, un terme à ce webinaire. Donc, la dernière question que nous aurons pour Charlie pour pouvoir clôturer ce panel est de savoir aujourd'hui quels sont les acteurs publics ou privés qui devraient piloter la définition des standards techniques et juridiques ouverts pour l'open banking, open finance dans notre région UEMOA. Donc, quels sont les acteurs qui devraient pouvoir piloter la définition de ces standards techniques? Charlie, tu as la parole en 1 minute, s'il te plaît. Ben, je pense que, je vais dire, c'est l'ensemble des acteurs qui ont été cités par mes copanélistes. Hein. C'est tout le monde. Je pense qu'on doit arriver à, je vais dire, à une confédération, en fait, voilà, multipartie, je vais dire, d'acteurs publics, privés, réglementaires, télécoms, fintech, voilà. Tout cela, en fait, je pense, doit faire partie d'un cadre de, 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 de collaboration, de discussion, d'innovation. Voilà, innovation et comme Madame Koulibaly a dit, des starting blocks voilà, pour mettre en place l'innovation. Voilà, moi, je pense que l'initiative qu'aujourd'hui l'Open Finance a entreprise là, il faudrait effectivement qu'on l'ouvre à toutes les parties prenantes, en tout cas qui sont intéressées, voilà, à venir justement contribuer à ces réflexions-là et permettre notamment l'innovation. Voilà. Tout ce que je peux dire. Voilà. Il ne faut pas fermer, il faut ouvrir à tous les acteurs, en tout cas aujourd'hui, qui sont régulés sur le marché, de pouvoir effectivement prendre à ces cas de réflexion et notamment aux travaux que nous faisons chaque jour. Merci. Merci à toi, Charlie. Merci à l'ensemble des panélistes. Nous arrivons au terme de la discussion, voilà, sur le thème de l'open banking en zone mémoire, quel impact sur le financement de micro, petites et moyennes entreprises. C'est vrai que la discussion n'est pas restée uniquement sur des questions de financement. On a essayé de voir large, de voir également les contraintes au niveau de l'écosystème. On a essayé également de voir qu'est-ce que l'open banking, donc qui devrait évoluer vers le concept de l'open finance. Qu'est-ce que cela pourrait apporter à l'ensemble des clients, des clients du secteur financier de la zone UME. Malheureusement, nous avons connu beaucoup de perturbations techniques, je m'en excuse. Voilà. Comme je vous l'ai dit, le temps est très mauvais ici, donc nous avons une très mauvaise connexion sur l'ensemble des réseaux. Mais je ne vais pas clôturer ce webinaire sans prendre au moins deux participants qui ont levé la main. Donc, je prendrai successivement Monsieur Antoine Gomis et ensuite Monsieur Abdoulatif, Abdoulatif Sawadogo. Donc, j'active le micro de Monsieur Antoine Gomis pour prendre la parole et pouvoir poser sa question en direct.
Donc, vous allez, quand vous prenez la parole, je vous prie de bien vouloir vous présenter, voilà, et d'indiquer le panéliste à qui vous adressez la question. Monsieur Gomis, vous avez la parole, s'il vous plaît. Monsieur Gomis, nous vous avons autorisé à prendre la parole. Vous pouvez activer votre micro. Ok, peut-être que Monsieur Gomis n'est plus là. Donc là, nous allons plutôt prendre Monsieur Abdoulatif Savadogo. Monsieur Savadogo, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous me recevez. Nous vous recevons parfaitement. Ok, je suis Abdoulatif Savadogo. Je suis un étudiant en fin de cycle au CESAC ici à Dakar. J'ai été un stagiaire à la BCAO, notamment à la direction de l'inclusion financière, là où j'ai eu à participer à beaucoup d'études sur les demandes d'agrément pour l'émission de monnaie électronique concernant les fintech. Voilà. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ce webinaire qui nous a permis de quand même comprendre et renforcer davantage nos connaissances sur l'open banking. Alors, ma question s'adresse à Monsieur Lukaku. Voilà, j'aimerais savoir si aujourd'hui on peut dire que Orange Bank Africa fait de l'open banking ou bien de l'open finance. Et également, s'il pourrait revenir un peu sur ce que c'est le core banking. Merci. Merci, Monsieur Savadogo. Donc, je laisse la parole à Charlie. Charlie, si tu peux prendre 1-2 minutes pour répondre à cette question. Merci. Après, je prendrai une question de Monsieur Serge Mouton. Waouh. Alors, j'ai écrit un article typiquement ce sujet-là, la question que vous posez. Je vais peut-être le partager dans le chat. J'ai écrit un article là-dessus il y a 3 ans ou 4 ans déjà, sur le sujet de Orange Bank. Alors, Orange Bank aujourd'hui, je vais dire quoi? Alors, je vais dire quoi? Ne fait pas de l'open banking. Alors, il y a une tentative d'open banking, effectivement, avec Orange Money, permettant aux clients de Orange Money, d'accord, de pouvoir souscrire typiquement à une offre de Orange Bank directement. Voilà. Mais ceci dit, ça reste toujours une collaboration, je vais dire, bilatérale entre deux entités. D'accord? Alors, peut-être entre les deux, on va parler en griffe de open banking, mais ceci dit, dans un cadre général, on n'est pas encore dans un contexte de open finance ou open banking. Orange Bank, d'accord, je pense aujourd'hui, ils ont un agrément bancaire, d'accord, sauf erreur de ma part, je pense qu'ils ont un agrément bancaire et par contre, il se veut effectivement une banque digitale. Il se veut être une banque purement digitale. Voilà. Maintenant, relativement au core banking, voilà. Le core banking, c'est quoi? Alors, le core banking, si vous voulez, c'est juste une infrastructure. C'est une infrastructure bancaire, d'accord, qui permet à une institution financière, notamment une banque ou une microfinance, de pouvoir opérer les activités bancaires. Le crédit, d'accord, encaisser, le crédit, l'épargne, gérer notamment des sujets bancaires, donc dans le cadre du traitement d'un crédit, donc tout le workflow notamment de traitement de crédit, la gestion des risques, etc. D'accord? La réglementation, le core banking aujourd'hui est ce socle-là qui permet aux banques justement de pouvoir opérer. Voilà. Et aujourd'hui, la Banque centrale, effectivement, tente d'homologuer des core banking, mais ceci dit, je dis homologuer tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand tu fais une demande d'agrément au niveau de la Banque centrale, d'accord, tu signifies effectivement dans ce dossier-là quel est le core banking, d'accord, avec lequel tu veux travailler. Il y a des exigences aujourd'hui en termes d'architecture, d'accord, d'architecture de core banking, surtout dans un environnement où nous sommes très digital. Donc, il y a des architectures aujourd'hui qui sont montées, il y a une conformité réglementaire, notamment liée au core banking également, qu'il faut respecter. Voilà.
Il y a pas mal d'aspects, effectivement, qui sont endossés et qui sont, je veux dire, appliqués aux éditeurs de core banking. Voilà. Il y en a plusieurs sur le marché et je pourrais partager l'article et justement, vous pourrez parcourir le détail et si vous voulez, on peut en discuter plus en détail après. Merci. Merci Charlie pour cet éclairage et également merci à Monsieur Savadogo pour sa question. Entre-temps, j'ai activé le micro de Monsieur Serge Nkoum. Donc, je voudrais le prier de bien vouloir prendre la parole pour poser sa question en direct. Ok, merci beaucoup Maxime. J'espère que vous m'écoutez là. Oui, on te reçoit parfaitement, sir. D'accord. Alors, mon intervention ne sera pas peut-être sous forme de question, mais sous forme de contribution. Je me présente déjà, je suis le docteur Nkoum Serge du Cameroun. Voilà, et j'aime bien participer à ce genre de débat, surtout en zone UMOA où nous savons très bien que au niveau du développement des services financiers numériques, c'est un peu avancé. Alors, je suis en train d'écrire un ouvrage qui porte effectivement sur la problématique dont le thème est mis en exergue aujourd'hui, où on essaie de voir le management de la relation entre institutions financières, fintech et opérateurs de téléphonie mobile. Il faut dire que, qu'on le veut ou pas, actuellement, les banques, les microfinances collaborent aujourd'hui ou alors font face aujourd'hui aux fintech et aux opérateurs de téléphonie mobile qui sont là actuellement sur le terrain. J'ai eu des résultats incroyables et je me suis demandé comment est-ce qu'on peut aboutir à un écosystème financier plus inclusif par la collaboration entre ces institutions financières, fintech et opérateurs de téléphonie mobile, puisque il y a déjà cette relation qui existe. En fait, c'est une étude que je mène au niveau de la zone CEMAC, dont j'ai essayé de globaliser au niveau de la CEMAC. Et le premier constat est lié au fait que, pour être honnête, les fintechs et les opérateurs de téléphonie mobile sont dans une logique de open banking, effectivement. Eux, ils sont prêts à collaborer. Ce sont les banques, les microfinances qui sont un peu encore enfermées et se disent que ce sont des concurrents. Pourtant, il faut que ces derniers soient dans une logique de complémentarité, de compétences, dans une logique de open banking. Donc, à la fin, nous avons essayé de proposer une relation favorable à une amélioration de l'inclusion par la collaboration entre ces acteurs. Et la principale recommandation au terme de ces études, qui ne sont pas encore vraiment finalisées, est que les différents régulateurs devraient mettre en place une relation favorable ou alors propice qui amènerait à une inclusion financière plus élevée entre ces différents acteurs parce que ces acteurs existent déjà au niveau de notre écosystème financier. Nous n'avons pas le choix, ils existent déjà. Donc, c'est une thématique vraiment intéressante. Je suis en train de traiter actuellement les données. Peut-être plus tard, je suis en contact avec Maxime. Je vous enverrai les différents résultats. On est dans une logique où les banques, les microfinances, les compagnies d'assurance sont obligées de coopérer avec ces nouveaux acteurs si nous voulons aboutir à une inclusion financière favorable. Donc, voilà un peu ma modeste contribution que je voulais apporter, pas sous forme de question, mais comme je l'ai dit, sous forme de contribution. Merci beaucoup. Merci, Dr. Nkoum. Je crois qu'on a très bien compris. Vous nous avez donné une perspective, voilà, qui élargit le débat à la zone CEMAC et nous vous en remercions. Éventuellement, je ne sais pas si cette fois-ci, Monsieur Gomis, voilà, je ne sais pas s'il est revenu entre-temps. Donc, Monsieur Gomis, on avait activé votre micro. Si vous souhaitez intervenir, allez-y. Sinon, voilà, on va clore ce webinaire. Est-ce que Monsieur Gomis est là? Bon, apparemment non. Apparemment non. Donc voilà. Donc sur ce, nous allons clôturer ce webinaire
je voudrais d'abord remercier nos 4 panélistes, donc Monsieur Lukaku, Monsieur Diallo, Madame Koulibaly, Monsieur Papatete, qui, entre-temps, a dû, euh, a dû se retirer de ce webinaire. Nous le remercions très sincèrement. Je crois quand même que nous avons appris beaucoup de choses et la principale chose que moi je retiens de ce webinaire, c'est vraiment que nous évoluons. Il y a un écosystème quand même assez dynamique, même si le cadre réglementaire n'est pas encore en place. Nous avons un écosystème d'acteurs assez dynamique qui déjà voilà partage un certain nombre de données. Il faudrait juste pouvoir mettre en place un cadre assez formalisé non seulement au niveau non seulement en ce qui concerne l'open finance, on va beaucoup plus parler d'open finance que d'open banking, mais également le cadre de partage des données et arriver vraiment à un cadre régional, pourquoi pas à un cadre de partage des données continental. Donc, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier nos chers participants qui nous ont suivis du début de cette session jusqu'à la fin. On aurait voulu que l'expérience soit beaucoup plus fluide, mais malheureusement, des fois, la technique assez caprice. Je crois que vous le comprenez très bien. Donc, une fois encore, je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir. Monsieur Diallo. Ouais. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Donc, je venais de conclure. Je venais de conclure, voilà. d'accord. Un petit mot, éventuellement. Bon, non, moi, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir toujours de faire partie, en fait, de ce genre de discussion. C'est quelque chose qui me passionne. Et puis, je profite de l'occasion pour te remercier beaucoup parce que tu es en train de faire un travail exceptionnel pour notre écosystème et que, en fait, des initiatives pareilles sont à saluer. Et merci encore. Je serai toujours disponible si le besoin se fait sentir. Merci aux Merci. panélistes qui ont participé aussi à relever ce débat. Merci également à ceux qui sont restés pour nous écouter pendant 2 heures ou 3 heures en train de parler en fait de ce qui nous passionne nous tous. Merci beaucoup, Oumar. Madame Koulibaly, éventuellement un mot de fin? Eh ben, je vous remercie, comme tout le monde. Je remercie Oumar, je remercie vous, Maxime, et Charlie pour les informations que je n'avais pas, notamment sur l'Open Finance et les avancées qui sont en train d'être faites. Je vais prendre contact avec lui aussi après. En fait, c'est surtout que l'information existe et qu'on ne l'a pas tous en même temps. Donc, si on arrive à partager les informations, on va que rendre nos entreprises encore plus prospères. Et voilà. Je reste aussi disponible pour tout un chacun. Si vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de plus d'informations sur la facturage ou le reverse factoring, il n'y a pas de souci. Je vous remercie encore. Merci. Merci, Madame Koulibaly. Charlie, pour le mot de fin. Non, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, Maxime, et merci à tous les panélistes également. Merci. Okay. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.